La déformation psychologique dans la communication, selon Bernard de Montréal, est causée par le fait que le corps mental de l'homme n'est pas ajusté. Il compare le corps mental à un système radio et explique que lorsqu'il n'est pas finement ajusté, il est facile pour l'être humain d'émettre ou de recevoir de l'information qui n'est pas juste. Cela rend la communication difficile entre les individus et crée des problèmes au niveau des relations interraciales et politiques. La transparence de l'ego est essentielle pour réduire cette déformation, car un ego transparent vibre de façon subtile à son énergie sans la colorer. La passion, qui est l'interprétation vibratoire subjective d'une perception pour le bénéfice de l'âme à travers l'ego, est à l'origine de cette déformation. L'homme a besoin de vivre des expériences passionnelles pour se sentir vivant, mais une fois qu'il développe une conscience mentale avancée, il perd de la passion et donc moins d'expérience. L'assujettissement à la passion empêche l'homme de traiter l'information de manière objective et l'empêche de vibrer à son esprit. Cela crée une déformation dans la communication, car l'homme ne peut pas être en accord avec un plan vibratoire lumineux, universel, conscient et intégral. La déformation de la communication est donc causée par l'incapacité de l'homme à vibrer à son esprit en raison de son assujettissement à la passion et à l'inconscience. La déformation de la personnalité est causée par le manque de fusion entre l'esprit et la conscience de l'homme. L'homme traite les informations de manière qui convient à son esprit plutôt qu'à son âme, ce qui crée une différence dans la façon dont il traite l'information. L'homme tend à vivre au niveau du mémoriel, ce qui nuit à son individualité. Malgré des états de conscience lucides, l'homme est souvent défait par la pression sociale et perd sa lumière intérieure. Ce qui manque à l'homme, c'est la science du mental, la psychologie fondamentale de l'homme conscient. La fusion entre l'esprit et la conscience permettra à l'homme de transmuter sa personnalité et d'atteindre une conscience plus intégrée. Cependant, cela nécessite une certaine science et l'application des principes de la psychologie supramentale. Cette science ne fera jamais l'affaire de l'ego et doit être développée progressivement par l'homme. Cette science dont il est question est une science de la conscience que l'homme doit acquérir en se connectant à une science universelle. Cette science ne peut être développée dans sa totalité par aucun individu sur Terre. Chaque individu pourra y avoir accès à différents niveaux selon son évolution. Pour accéder à cette science, l'homme doit être mis en vibration et se connecter à son propre réseau d'énergie. Cela demande de la disponibilité et de la conscience. L'application de cette science dépend du niveau de conscience de chaque individu, et cela peut être difficile. La science elle-même n'est pas le problème. C'est la conscience qui est difficile. Il faut un degré de conscience avancé pour appliquer cette science sans la déformer. La science de l'avenir sera un mouvement gratuit de l'esprit à travers l'homme. Selon le boulevard M. Bouddha du milieu, les sources d'infection de l'âme qui déforment la psychologie de l'individu et le rendent finalement indisponible sont principalement la culpabilité et la comparaison avec les autres. La culpabilité est considérée comme le plus grand poison égrégorique de l'âme sur l'humanité, utilisée par l'astral contre l'homme. Elle est utilisée depuis des siècles par le pouvoir spirituel ou religieux pour manipuler l'évolution de l'humanité. La culpabilité désaffranchit l'homme de son identité en tant qu'être vibratoire et remplace cette identité par une totale absence d'identité. Elle est considérée comme plus grave que le meurtre car elle attaque directement l'esprit. Dans la vie d'un individu, la culpabilité est vécue pour la première fois quand il renie son esprit. Quand il ne suit pas ce qu'il sait. Même les enfants peuvent ressentir de la culpabilité sans pouvoir l'expliquer. Le psychologue BDM explique que faire sentir de la culpabilité à un enfant en lui reprochant systématiquement ses comportements est une forme d'involution de la part des parents. Selon lui, l'enfant ne ressent pas de culpabilité immédiatement après avoir commis un acte, comme mettre un fer à repasser sur un tapis par exemple. C'est seulement lorsque les parents réagissent en reprochant à l'enfant sa faute qu'il commence à se sentir coupable. BDM explique qu'il est préférable pour les parents d'expliquer à l'enfant son erreur sans lui faire sentir de culpabilité, afin qu'il comprenne son geste de manière intelligente après avoir reçu un choc vibratoire ou disciplinaire. Il souligne l'importance de rééquilibrer les vibrations après avoir donné une correction à l'enfant, afin de l'aider à comprendre et à grandir. En fin de compte, la culpabilité que l'on ressent serait davantage liée à la perturbation émotionnelle vécue par l'autre plutôt qu'à l'acte en lui-même. Selon Bernard de Montréal et Denis Maréchal, l'homme n'est pas sans péché et peut ressentir de la culpabilité même pour de petits gestes insignifiants commis dans sa jeunesse, comme voler des bonbons ou des crayons. Toutefois, cette culpabilité n'est pas naturelle, elle est implantée dans le mental de l'individu par des forces astrales.
ces forces astrales manipulent la conscience subjective de l'homme et utilisent la culpabilité comme une manœuvre pour maintenir leur emprise. Dans son évolution, l'homme doit prendre conscience de ces mécanismes et comprendre qu'il n'est pas responsable des forces qui le possèdent. Une fois conscient de cela, il peut se libérer de la culpabilité. Cependant, la culpabilité peut persister et causer des troubles psychologiques plus graves, nécessitant une connaissance précise et occulte de ces forces astrales pour les éliminer. En comprenant le pédigré de l'entité qui le possède, l'individu conscient peut briser le pouvoir astral sur lui-même et se libérer de la culpabilité. La culpabilité peut prendre différentes formes psychologiques et peut être utilisée comme prétexte pour permettre à une entité de s'implanter dans le mental d'un individu. Si la culpabilité détruit la vie de l'homme, il faut l'éliminer en s'attaquant à l'entité qui la promeut. Cependant, si la culpabilité est normale et ne détruit pas la vie de l'homme, elle fait simplement partie de son expérience. Il est donc important de distinguer entre une culpabilité nuisible et une culpabilité acceptable. Si la culpabilité met la vie de l'homme à terre, il faut la traiter de manière radicale avec une approche occulte. Vivre dans la culpabilité empêche l'homme d'être intelligent de manière créative et d'avoir une bonne communication avec son esprit. Il est donc crucial pour l'homme de prendre des mesures pour surmonter la culpabilité qui détruit sa vie. Dans cette discussion, Bernard de Montréal parle de la culpabilité et de la façon dont elle peut être liée à l'amour et aux passions. Il mentionne que l'alibi de la culpabilité est la perversion de l'amour au bénéfice des autres, ce qui nous donne l'impression d'être bon. Il souligne également l'importance de se libérer de la mémoire de la race pour évoluer vers une conscience cosmique. En ce qui concerne la mémoire de la race des Québécois, Bernard de Montréal explique que la faille est liée au besoin de s'assujettir à ce que les autres pensent, créant ainsi un complexe d'infériorité. Il affirme que se libérer de cet égrégore astral de la race peut créer une certaine forme de culpabilité, notamment pour ceux qui ont réussi socialement ou matériellement. Ainsi, la période de transition entre l'inconscience et la conscience peut susciter des sentiments de culpabilité lorsqu'il s'agit de trancher avec la mémoire de la race québécoise. Cependant, il note une évolution psychologique positive au cours des dernières décennies, bien que cet égrégore astro-spirituel du peuple québécois soit encore présent dans les campagnes. Dans cette partie de l'entretien, BDM explique que la liberté réelle est liée à la libération de l'égrégore ou de l'influence collective d'une race. Il affirme que les hommes d'affaires jouent un rôle public en maintenant l'image de l'égrégore, mais en privé, ils sont véritablement libérés de cette influence. Une personne affranchie de son attachement à sa race peut être qualifiée d'internationale, c'est-à-dire sans frontières. La liberté réelle signifie être libre de toute condition et de toute interférence dans la liberté des autres. BDM souligne que la liberté réelle concerne principalement la relation avec d'autres plans ou dimensions, tandis que la liberté relative concerne la relation entre les humains. Il explique que les gens entretiennent l'illusion de la liberté avec les autres parce qu'ils en ont besoin pour se sentir un peu libres et pour échapper à leurs émotions. Cette illusion de liberté est nécessaire dans la société, mais elle peut causer des dégâts en raison de son inconscience. BDM mentionne également qu'il y a une violence inhérente à la liberté présente, notamment dans les années 60, marquée par des mouvements tels que les Beatles et la consommation de drogue. Il précise toutefois que la vraie liberté consciente ne comporte aucune violence. En résumé, BDM explique que la liberté réelle est liée à la libération de l'égrégore, elle est sans condition et sans interférence avec la liberté des autres. La liberté relative concerne la relation entre les humains et l'illusion de la liberté est nécessaire pour se sentir un peu libre. Cependant, cette illusion peut causer des dégâts en raison de son inconscience, et il y a une violence présente dans la liberté actuelle. Dans cet extrait d'une conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Daniel Maranda, DM, ils discutent de la liberté individuelle et de son rapport avec les contraintes extérieures. BDM affirme que la liberté est totalement individuelle et ne peut jamais être collective. Cependant, il précise que la liberté relative peut être collective et se développer de plus en plus, mais il n'y a pas de violence dans la conscience individuelle. BDM donne l'exemple d'un policier qui l'arrête pour avoir grillé un feu rouge. Il explique que les contraintes extérieures n'existent que si elles excitent l'individu. Il fait la distinction entre dire au policier qu'il est très masculin et dire qu'il est macho, la première formulation étant non violente et non insultante. BDM souligne que la liberté individuelle ne doit pas créer d'égrégore de violence dans la conscience.
Concernant la justification de la liberté relative, BDM explique que l'individu la justifie en se surexcitant afin d'aller plus loin dans la conversation du système qui lui enlève sa liberté, tout en conservant l'illusion que le système lui donne sa liberté. En ce qui concerne l'individu qui vit la liberté absolue, BDM affirme qu'il dispose d'une grande autorité intérieure. Il explique que cet individu ne se sent pas restreint vibratoirement par les contraintes extérieures car son autorité intérieure fait partie de sa conscience. Il ajoute que cet individu libre n'est pas intéressé à changer le monde, mais plutôt à se changer lui-même. S'il partage ce qu'il sait, c'est par choix et non par imposition de sa volonté ou de son autorité. BDM conclut en disant que l'individu libre a une contenance absolue, une permanence et une consistance. Il souligne que la liberté absolue n'est pas une vie séparée de la vie matérielle, mais une façon d'être en harmonie avec soi-même. Dans cet extrait, Bernard de Montréal décrit un individu qui vit dans deux mondes à la fois, le temps planétaire et le plan éthérique, le plan mental et le plan physique. Cette double vie lui permet de comprendre la vie quotidienne et restreignante sur la planète. Sa réalité se trouve dans la vie mentale. Est-ce laquelle il se nourrit de son esprit et communique avec les circuits universels. Il a accès à une grande voyance, ce qui lui permet de comprendre ce qui se passe dans le monde instantanément. Cette vie mentale le fait tenir sur une planète qui serait autrement aride de valeurs expérientielles, contrairement à l'homme inconscient qui a besoin d'autres passions pour s'épanouir. Cette différence entre l'involution et l'évolution est cruciale.